Mesdames et messieurs, bienvenue à cette revue de l'actualité mondiale sur Afrique Média. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et le président français François Hollande se sont rendus ce jeudi à l'école juive de Toulouse, où ont été tués en mars dernier 3 élèves et un enseignant juif. C'est pour rendre hommage aux victimes de cette tuerie. Dans certaines écoles juives de la ville, l'inquiétude est palpable. Un olivier devant une école juive, un symbole 7 mois après l'affaire Mera. Dans cette cour, 3 enfants manquent à l'appel. Le directeur a passé beaucoup de temps avec ses élèves pour expliquer et apaiser. À l'extérieur, l'inquiétude est permanente, les exemples frappants. C'est très curieux qu'un petit musulman me dise ça, le juif, mais voilà, on entend des choses comme ça, on les entend. Et effectivement, c'est des choses encore qui sont très très courantes, avec des menaces assez concrètes de temps en temps. Le lieu du drame, c'est aux Zaratora. Impossible dans ce lycée d'oublier le 19 mars. Entre fatalisme et colère, enseignants, parents et élèves, mais aussi l'ensemble de la communauté juive, veulent que cette tuerie serve le futur. Je disais tout à l'heure au rabbin Monsonego qui a perdu sa fille, qui a été assassinée par Mohamed Merah, la responsabilité d'une certaine manière, qui était la sienne, qui était la nôtre, aujourd'hui de porter témoignage de ce que nous avons vécu et de ce que lui vit dans sa chair. Ce 1er novembre, c'est pour l'histoire que les Juifs de Toulouse s'unissent dans le souvenir. Retour sur le cas Mohamed Merah. Le drame provoqué par ce présumé malade mental aurait-il pu être évité? Tout porte à croire que l'alerte au danger avait été négligée au départ. J'ai fait plusieurs pays afin de trouver les frères. Quand j'étais dans vos bureaux, j'étais en contact avec eux. Ça, je crois que c'est l'une de tes plus grandes erreurs de ta carrière. Cette conversation, Mohamed Merah l'a avec Hassan, le policier en charge de son suivi. Mis en cause, l'agent du renseignement intérieur et son supérieur aujourd'hui se défendent. Les PV de leur audition confirment plusieurs ratés. Le 15 juin 2011, inquiets au sujet de Mohamed Merah, les agents toulousains veulent engager contre lui des poursuites. Mais son entretien avec la DCRI n'aura lieu que le 14 novembre. Ce sont les policiers parisiens qui posent les questions. Hassan y assiste de façon passive. Les conclusions seront rendues le 21 février. Vous vous rendez compte, sur un profil terroriste, on a un entretien le 14 novembre et finalement on a la matérialisation de ce compte-rendu. 3 mois plus tard? Encore une fois, les services de renseignement français savaient à peu près tout de ce monsieur. Après cet entretien, la DCRI envisage même de faire de Merah un informateur. Pourtant, Hassan explique: je signalais une personne paranoïaque, dangereuse en raison de ses séjours et de son engagement religieux radical. Il ne suffit pas de trouver que quelqu'un est paranoïaque, qu'une personne trouve que quelqu'un est paranoïaque, pour dans le même temps l'interpeller. Il peut y avoir après coup des réécritures de l'histoire. C'est vrai qu'un signal qui n'a pas de signification il y a 2 ans, il y a 1 an, peut en trouver plus tard. L'amertume des agents est d'autant plus grande que quand début mars, Mohamed Merah attaque les militaires, les policiers de Toulouse sont tenus à l'écart. Lorsque mon chef opérationnel voit pour la première fois les vidéos, il me dit à 80% c'est Merah. Il n'y aura pas d'élection anticipée au Japon et c'est un échec pour Shinzo Abe, le nouveau chef du principal parti d'opposition japonais, qui n'a pas réussi à contraindre le Premier ministre Yoshihiko Noda à fixer une date pour la tenue de ces élections. Le leader du parti libéral-démocrate avait demandé à M. Noda de dissoudre la Chambre basse du Parlement. Le leader du parti libéral-démocrate et ancien Premier ministre Shinzo Abe s'est confronté à l'actuel Premier ministre Yoshihiko Noda lors d'une session plénière de la Chambre basse retransmise à la télévision. Shinzo Abe a condamné la période de gouvernance du Parti démocrate du Japon comme 3 années de perte d'espoir et a vertement critiqué la volonté de Noda d'éviter la tenue d'élections législatives anticipées. Vous avez créé un vide politique en essayant d'éviter la dissolution et de prolonger l'existence du gouvernement. Selon le chef du PLD, Noda devrait tenir sa promesse faite en août d'organiser bientôt des élections législatives. Noda a rejeté la critique et a une nouvelle fois annoncé qu'il demanderait à ce que des élections soient organisées une fois qu'une importante législation sera passée et que les agendas seront établis. J'ai dit que je solliciterai bientôt l'opinion du public et je considère ces paroles avec sérieux. Une fois que les conditions seront réunies, je prendrai une décision ferme.
Alors que Nota continue de résister aux appels pour des élections anticipées, sa propre base commence à s'éroder. Les derniers sondages montrent que le soutien du public pour Nota est tombé à 20%. La semaine dernière, son ministre de la Justice a démissionné au milieu de rumeurs de relations avec la mafia et 2 autres députés ont quitté le BDJ. Si le BDJ connaît 6 défections supplémentaires, il perdra sa majorité à la Chambre basse. Et si cela se produit, alors une motion de défiance contre le gouvernement pourrait être soumise. Autre nouvelle, Halloween a tourné au drame à Madrid en Espagne. 3 jeunes femmes sont mortes piétinées lors d'une fête dans un stade de la capitale espagnole. Un feu de Bengale serait à l'origine de la bousculade. Les victimes étaient âgées de 18 à 25 ans. 2 autres personnes ont été grièvement blessées. Le stade de Madrid où l'on fêtait Halloween au moment du drame. Les enquêteurs cherchent à comprendre pourquoi et comment 3 jeunes femmes de moins de 20 ans sont mortes étouffées pendant cette soirée électorale. Le mouvement de panique aurait été provoqué par un feu de Bengale lancé sur la foule dans l'enceinte même du stade qui peut contenir jusqu'à 10 000 personnes. La bousculade, très rapide, s'est déclenchée vers 4 heures du matin. Il y avait un escalier ici, un autre là, il y avait une foule de chaque côté, les gens se sont attroupés, ils se sont amassés et là ça a été la panique. Les organisateurs ne nous ont pas dit ce qui s'est passé. À un moment, la musique s'est arrêtée et c'est tout. 2 autres jeunes femmes sont dans un état critique. Cet accident rappelle une autre tragédie qui avait fait 19 morts en Allemagne lors d'une love parade. Ce jour-là, c'est une bousculade dans un tunnel qui était à l'origine du drame. Les organisateurs attendaient 400 000 personnes. Il y en a eu le double et ils n'avaient prévu qu'une seule sortie. Le procureur de Vannes en France a ouvert une enquête pour homicide involontaire suite à la noyade d'un élève de Saint-Cyr dans la nuit de lundi à mardi. Elle permettra peut-être d'éclaircir les circonstances du décès survenu lors d'une soirée de transmission des traditions au sein de l'école. Jalal Ami avait 24 ans. Il avait intégré Saint-Cyr grâce à son cursus étudiant exemplaire. C'est un jeune issu de milieu modeste qui a réussi le concours l'an dernier, qui a intégré l'école il y a 2 mois. Dans la nuit de lundi à mardi, il participe avec 12 autres élèves à un exercice de transmission des traditions. Un exercice organisé et encadré par des élèves de seconde année avec un programme validé par les autorités militaires. Objectif, traverser un étang de 50 mètres situé en pleine forêt et éclairé seulement d'un projecteur. Mais une coupure de courant survient. Jalal Ami manque à l'appel. Il est retrouvé noyé. Le procureur privilégie la thèse d'une mort accidentelle. Il y a sans doute eu des manquements dans la mise en œuvre des mesures de sécurité nécessaires pour une telle activité. Mais pour cette association de défense des militaires, il s'agirait d'un bizutage qui a mal tourné. C'est un bizutage. La transmission de tradition, ça n'inclut pas un entraînement militaire de franchissement de pièces d'eau entre treillis et rangers. En janvier 2004 déjà, Saint-Cyr avait été endeuillé par un autre accident. Lors d'un exercice en montagne, 2 élèves étaient morts de froid. 2 jours après la catastrophe, le sud du New Jersey se remet petit à petit. Des écoles servent désormais de refuge aux sinistrés. Le lycée de Pleasantville est devenu le quartier général de la Croix-Rouge pour le sud du New Jersey. Et son gymnase, un dortoir pour près de 200 réfugiés de tous les âges. Comment ça va aujourd'hui? Ça va à peu près. Carole Cohen dirige ce refuge. Elle s'assure du confort relatif de ses pensionnaires. Tout le monde doit être en sécurité, avoir un lit, une couverture, un nécessaire de toilette. On les nourrit et on peut soigner les malades. À la cantine, distribution de sucreries à l'occasion d'Halloween. Une tradition américaine qu'aucune calamité naturelle ne saurait faire disparaître pour les enfants. Le costume de pompier est évidemment de rigueur et cette année, de circonstance. C'est très particulier cette année. Ça me manque de jouer dehors, avec mes jouets, et d'aller à la mer. On ne peut pas rentrer à la maison, on est parti dimanche et tout le monde veut rentrer chez soi, retrouver sa vie. Sur les écrans, la télévision américaine diffuse les images aériennes de la côte dévastée. Certains tentent d'y repérer leur quartier, leur maison. C'est très angoissant. Tout est détruit parce que tout était sous l'eau.
Petit à petit, les personnes qui ont été recueillies ici pourront revenir dans leur domicile. Allons maintenant en Chine, où le centre de presse du 18e Congrès national du Parti communiste chinois est entré ce jeudi en service pour la presse nationale et étrangère. Ce centre de presse permettra, entre autres, d'organiser la couverture médiatique des événements liés au Congrès et fournira les informations nécessaires et les services techniques. La porte est ouverte au monde entier. Jeudi marque l'ouverture officielle du centre de presse. Avec la transition du pouvoir du PCC d'ici quelques jours, le centre devrait recevoir les journalistes et leur fournir les dernières informations. Wang Mingyi, journaliste en chef, est venu de Taïwan pour couvrir l'événement. Il a couvert 4 éditions du congrès du PCC ces 20 dernières années. Il indique que cette édition sera différente. Le monde entier suit de très près la transition du pouvoir parce que tout changement dans la vie politique chinoise aura un impact important sur le reste du monde, surtout en ce moment de récession économique mondiale. C'est pourquoi les médias du monde entier font tout leur possible pour obtenir les dernières infos. À cet effet, le centre de presse se dédie à la transparence et la ponctualité. Ce que cherchent les journalistes, ce sont les infos, les occasions d'interview, donc nous ferons tout notre possible pour leur offrir un meilleur choix durant le congrès. Nous allons organiser des conférences de presse, des interviews exclusives et des interviews par Internet, ainsi qu'une couverture des événements à l'extérieur de ce centre. Voyons maintenant les à côté de l'élection présidentielle américaine. L'Obamania est allé hors des frontières américaines. 4 ans après l'arrivée au pouvoir aux États-Unis du premier président noir, que reste-t-il à présent de cette ferveur suscitée dans le continent africain, plus particulièrement au Kenya, le pays d'une de ses parentés? Un Africain à la Maison-Blanche se réjouissait les Kenyans en 2008. La victoire de Barack Obama était historique. Il devenait le premier président noir des États-Unis. Les Kenyans, euphoriques, l'avaient alors rebaptisé le fils de la nation, son père étant originaire de l'ouest du pays. 4 ans après, l'Obamania semble retomber. Beaucoup lui reprochent de n'avoir pas plus fait pour le pays, où il ne s'est d'ailleurs pas rendu durant son mandat. C'est une déception, d'autant qu'il vient d'ici. Il aurait au moins pu venir dire bonjour au peuple kényan. On aurait su au moins qu'il nous tient dans ses pensées au lieu de nous abandonner comme s'il n'avait jamais été notre fils. Mais dans le village familial de Kogelo, où vit toujours la grand-mère du président américain, de nombreuses choses ont tout de même changé depuis 2008. Avant, nous n'avions pas de route goudronnée ni d'électricité. Je pense donc que si Obama remporte notre mandat, cette région se développera davantage. Les changements ont aussi été politiques, l'aide américaine s'étant accompagnée d'exigences de progrès démocratiques. Depuis son élection, les Kenyans ont réalisé un progrès majeur et ce sont les seuls à l'avoir fait en Afrique subsaharienne. Ils ont réformé leur système de gouvernance pour remplacer les vieilles pratiques politiques qui étaient en place depuis l'indépendance. La population espère aujourd'hui qu'une nouvelle victoire de Barack Obama accélérera les projets de développement dans un pays miné par la crise économique et qu'il fera de l'Afrique subsaharienne l'une de ses priorités. À ce jour, il y a passé moins de 24 heures lors de sa visite au Ghana en 2009. Un peu d'attention pour les sans-abri en prélude de cet hiver en France. Le plan hivernal a commencé aujourd'hui, 1er novembre. L'équipe de la Maraude du service social SAMU est déjà à pied d'œuvre. Chaque nuit, il parcourt les rues de Paris. Infirmier ou éducateur, l'équipe de la Maraude du SAMU social va à la rencontre des sans-abri, apporter un peu de réconfort et puis tenter de convaincre de ne pas dormir dehors. Vous êtes d'accord pour venir ensemble ce soir? Oui, monsieur. C'est très propre, il y a des lits, il y a des couvertures. Il faut respecter les gens et ce sera bien. Là, on est vraiment dans le cœur de la mission du SAMU, dans cette approche d'aller justement vers les personnes qui vont avoir des difficultés à exprimer une demande en fait. Donc c'est typiquement la situation où c'est le particulier qui nous signale et puis nous on intervient.
problème, trouver une place pour chaque sans-abri. On va devoir, pour l'hébergement, les séparer. Au centre de régulation du SAMU social, on jongle avec les appels. Mais en moyenne, 400 demandes d'hébergement ne peuvent être satisfaites chaque nuit. La ministre du Logement avait pourtant annoncé une augmentation conséquente de la capacité d'accueil pour cet hiver. On s'est pris à rêver qu'on avait 500 places de plus. En fait, on n'en a que 100 de plus. C'est toujours ça. Mais il faudra en ouvrir d'autres, de toute façon. Des gymnases, voire des casernes désaffectées, puisque de toute façon, la ministre nous a demandé qu'il n'y ait personne à la rue la nuit. En attendant les efforts des pouvoirs publics, les maraudes du 115 ne cesseront de tourner dans les rues de Paris. Leur nombre augmentera même de 50% pour cet hiver. Clin d'œil cette fois à la Toussaint qui se célèbre chaque 1er novembre. Notre attention s'est focalisée par conséquent sur les cimetières et celui de Guadeloupe est particulièrement beau et il attire le regard avec un décor qui recouvre à la fois la conception européenne et africaine de la mort. C'est le plus beau cimetière de la Guadeloupe. Nous avons quand même l'habitude de voyager et c'est la première fois que nous voyons un cimetière aussi beau. Ce cimetière, Dame Léon, comme on l'appelle ici, le connaît bien. Elle habite juste en face et y vient chaque jour depuis plus de 30 ans pour ouvrir et fermer ses grandes portes blanches. Elle sait qui entre et qui sort et voit affluer les visiteurs avec fierté. Quel que soit le touriste qui débarque ici, il faut qu'ils viennent dire bonjour à... C'est pas leur mort, hein, mais ils viennent dire bonjour à les morts. Petit joyau de la commune de Morne-à-l'Eau, le cimetière fascine. Juché sur sa colline, il offre le spectacle énigmatique de ces tombes en noir et blanc, symbole du métissage de la société guadeloupéenne. Nous savons qu'en Europe, le deuil, c'est le noir. Et nous savons qu'en Afrique, le deuil, c'est le blanc. Donc on peut expliquer ces fameux damiers blancs et noirs par le fait qu'on a deux cultures. Ces sépultures sont nées du travail des hommes qui s'attellent à les creuser depuis 200 ans. Christian Bieck en fait partie. Ancien fossoyeur, il a creusé des dizaines de tombes de ses propres mains. Ça, nous avons fouillé, nous avons mis des terres à côté. Jusqu'à temps, nous trouvions 1,80 m. Chaque année à la Toussaint, le cimetière refait peau neuve. Les 2000 tombes sont briquées de fond en comble par les habitants pour rendre hommage aux défunts. Ah ben, c'est un coutume, comme mes parents, tout le monde, c'est ça que fait tous les années. Philippe Delos assiste à ce spectacle depuis qu'il est enfant. Le photographe en profite pour se perdre dans le dédale des allées. On a tout un tas d'angles qui s'imbriquent en fait les uns dans les autres. C'est un vrai bonheur. Au soir du 1er novembre, tout s'illumine. Des centaines de bougies éclairent les caveaux d'une lumière mystérieuse. Et la nuit venue, le cimetière ferme ses portes, gardant pour lui sans doute tant d'autres secrets. Pour terminer, les arts martiaux, bien plus qu'un sport, un combat pour soi. L'art martial transmet un certain état d'esprit, des traditions ancestrales, de la rigueur et du respect. De plus en plus d'élèves amateurs de ce sport intègrent le temple Shaolin à la recherche de ces valeurs. Et c'est surtout davantage motivé par l'écho positif que reçoit cette discipline à travers le monde. Le kung-fu chinois, mélange de style et de force, de puissance et de vitesse, est considéré comme l'archétype de l'art martial dans le monde. Zhang Xiang en est fou depuis qu'il a 10 ans, ses idoles Jackie Chan et Jet Li. J'ai appris plein de techniques de boxe ici. J'ai voulu faire du kung-fu depuis que j'en ai vu à la télé. Maintenant, mon rêve est devenu réalité. Le temple Shaolin est considéré comme le berceau des arts martiaux chinois. Maître Xue Ming y forme ses élèves aux techniques traditionnelles depuis 2008. Il a formé plus de 120 jeunes ces 4 dernières années. Mais selon lui, il faut aller plus loin. De façon à promouvoir les arts martiaux et leur culture, il faut faire plus que de la formation. Après tout, c'est un temple avant d'être une école de kung-fu. Nous espérons être davantage soutenus par aller de l'avant.
Pour ces jeunes disciples, vivre selon les préceptes du bouddhisme est en soi une expérience. Comprendre le kung-fu, c'est comprendre le bouddhisme. Mais pour ceux qui souhaitent se professionnaliser, l'étude des arts martiaux dans une école est une étape obligée. Dotée de tous les équipements modernes et d'un encadrement professionnel, cette école d'arts martiaux attire chaque année plus de 400 élèves. Ils doivent s'entraîner au moins 2 heures par jour. Je vais continuer à m'entraîner et à aller à l'université des sports une fois mon diplôme en poche. Dans l'avenir, je voudrais être entraîneur ou acteur dans des films de kung-fu. Ce serait le rêve. En plus de s'entretenir physiquement, ces jeunes élèves doivent apprendre la bravoure et la persévérance devant l'adversité. Ils portent sur leurs épaules tout l'avenir d'une discipline. Et voilà un art qui nécessite la maîtrise de soi. Et c'est ce qui met un thème à cette édition. Merci de nous avoir suivis. C'était notre site Afrique Média. Vous pourrez en même temps consulter notre site internet www.afriquemedia.tv.